saluto a tutte e a tutti, figlia di stata assente un'emissione che si chiama L'Altrimenti, un'emissione culturale e udinca. Si è un atomo temporale in parecchi spazi, un punto che esiste, quando non si vede che si muove, in paragoni da Heisenberg a Schopenhauer fino a Nietzsche. Si è al centro di una meccanica quantica, un algoritmo poetico, un orologio fissando e viure a un momento dato di un tempo, di ciò che si vede e di ciò che si vede. Si è al centro di un'intelligenza che non è artificiale, rivelando le verità più nere dell'essere umano e delle sue condizioni, e verità più belle sicuramente. Si è al centro di un paradigma fizionale di prima drinca, si è in cuore di poesia e di letteratura di Jérôme Ferrari. Jérôme, merci. Merci d'être là avec nous. Donc j'ai choisi cette musique au début qui s'appelle Funéral Cantique de John Tavener. John Tavener, c'est un compositeur qui appartient au courant minimaliste. Et cette musique, on la retrouve dans la bande originale de The Tree of Life, tu sais, de Terrence Malick. Oui, bien sûr. Je sais que c'est un film que tu connais. J'ai choisi ce morceau parce que, bon, déjà, c'est très beau. Et c'est une musique qui me touche beaucoup. Et le film aussi m'a beaucoup touché, notamment par sa narration. Au moment où je le regardais, il y avait cette narration qui était là. Et j'avais l'impression d'entendre cette voix qu'il y a dans tes livres, dans tes romans, cette voix qui nous parle. Il y avait ce ton, il y avait quelque chose d'intime et quelque chose de fataliste aussi. Dis-moi si je me trompe. Ah ben c'est la comparaison, je la prends volontiers. Hein. Je sais pas si elle est pertinente, mais flatteuse, elle est flatteuse. J'adore Terrence Malick. Je pense que au-delà du ton ou de la forme, il y a les points communs. C'est je dirais un certain penchant pour la métaphysique, surtout dans Tree of Life, c'est très net, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous ces films et qui, bien sûr, moi, est une des raisons pour lesquelles j'aime les films de Terrence Malick, alors qu'il semble insupportable à d'autres. Oui. Oui, effectivement, il y a un cinéma, notamment ce film en plus, où il y a vraiment des envolées métaphysiques qui... Voilà, je crois que c'est à peu près la même chose pour mes romans. Moi, je te rassure, je ne connais que des gens qui aiment tes romans. Donc. Et justement, cette approche métaphysique, et puis il y a une question que j'ai depuis longtemps en moi, c'est sur la construction des histoires, mais aussi de tes personnages. Parce que je sais que dans le cinéma, il y a la construction, la caractérisation des personnages, se fait, il y a plusieurs méthodes bien sûr, mais il y a une méthode qui est faite sur, on crée un personnage, on lui fait vivre des choses dans sa vie antérieure, et on le caractérise par rapport à ses traumatismes, par rapport à sa psychologie, des choses comme ça. Toi, j'ai l'impression que tes personnages, ils appartiennent à des concepts philosophiques en fait. Est-ce que c'est ça? Tu les construis de cette manière ou Alors non, et j'espère qu'ils appartiennent pas, qu'ils incarnent pas des concepts philosophiques ou autres, parce que pour moi, un personnage qui incarnerait un concept ou une idée ou quelque chose de théorique, ça veut dire que c'est un personnage absolument raté. Oui. L'autre problème, c'est qu'il y a les trucs de caractérisation peuvent faire que c'est assez facilement raté, parce qu'on empile simplement des clichés ou des manies qui reviennent tout le temps pour qu'on caractérise le personnage bien, et c'est rien d'autre qu'une espèce d'agrégat qui prend pas. Moi, en réalité, quand j'écris, je fais absolument aucun travail préalable de caractérisation. Donc, je suppose que ce travail doit se faire pour que ça arrive à faire un personnage, mais en tout cas, ça c'est jamais chez moi au niveau conscient. Je m'en rends particulièrement compte à un moment du roman. Si j'avais l'intention de faire quelque chose au personnage et que je me rends compte que ça va pas aller et que ça va pas être authentique, alors là, je me dis que la caractérisation est faite. Malgré moi, presque. Et ces sources d'inspiration, donc tu les trouves peut-être dans la réalité, dans la proximité, dans ce que tu vois, dans ce que tu vis aussi, c'est peut-être aussi... Absolument. Alors après, la chose importante, ça m'a toujours semblé de ne pas prendre quelqu'un qui existe réellement et de le faire apparaître tel quel en changeant son nom. Parce que là, il n'y a aucun travail sur la fiction, il n'y a surtout aucun travail de composition. Et cet aspect de composition me paraît essentiel aussi bien en littérature qu'en peinture, en musique. C'est ça le cœur du métier.
D'accord. J'ai entendu un artiste dernièrement à la radio qui disait, on lui posait la question quand est-ce qu'on a une idée en fait de l'œuvre, à quel moment ça arrive. Est-ce qu'un jour on s'assoit à une table, on se dit aujourd'hui je vais traiter ce sujet, et l'artiste lui répond non, en fait l'idée moi m'arrive souvent quand il y a le robinet de la salle de bain qui coule. Et je vais me lever pour l'éteindre, et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, il y a une idée qui jaillit. C'est le même processus pour toi ? Le problème, c'est qu'une idée, ça ne suffit pas pour faire un roman. Et donc, le temps nécessaire à récolter suffisamment d'idées, et des idées, par ailleurs, suffisamment concrètes pour pas simplement être pour pas rester au niveau théorique, c'est assez long chez moi. Et même, c'est très très long. À la rigueur, je pense que pas à la rigueur, de fait, je passe beaucoup plus de temps à concevoir le roman, à voir comment les choses s'emboîtent, comment la narration se construit, puisque moi je fais toujours des romans dans lesquels il y a plusieurs fils narratifs et que ça suppose de les organiser les uns par rapport aux autres. Je passe beaucoup plus de temps à faire ça qu'à l'écrire à proprement parler. Et je ne peux pas commencer à écrire avant que tout ça soit à peu près au clair. D'accord. La philosophie, bien entendu, tu es prof de philo, elle est importante pour toi. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui habite tes romans. Je veux dire, puisque l'avant-dernier, puisque le dernier c'est à son image, l'avant-dernier c'est le principe, c'est sur Heisenberg. J'ai cité Heisenberg, Nietzsche, Schopenhauer. Je crois qu'il y a Spinoza aussi, puis il y en a d'autres. Enfin, c'est des philosophes que tu apprécies pas forcément tout le temps dans leur concept, en tout cas il y a des choses qui sont marquantes chez eux, qui t'ont, je pense, construit aussi. À quel moment ça intervient justement dans la construction d'un roman, puisqu'on sent que c'est là quand même, hein, Oui, mais c'est pas là philosophiquement. Je crois que on a un peu tort d'opposer systématiquement la littérature à la philosophie. En fonction, par exemple, de la présence de pensée ou de la présence de sensibilité. Parce que moi, je peux avoir des émotions vraiment fortes en lisant de la philosophie, et j'ai toujours pensé qu'il y a quelque chose qui se passe dans la littérature et qui est aussi de la pensée. Il n'y a pas une discipline qui a le monopole de la pensée. Mais il se trouve que, aussi bien je comprends mieux les choses d'un point de vue conceptuel, ou je les aime d'un point de vue conceptuel autant que d'un point de vue littéraire, mais moi, mon mode d'expression, ça a toujours été la littérature. Et j'ai jamais eu à me poser la question, qui à mon avis aurait eu des conséquences catastrophiques au niveau littéraire, oui, d'ailleurs, de comment je fais pour prendre ce truc en philosophie qui me plaît et le faire entrer dans quelque chose de littéraire. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc dans le principe, ce qui t'a beaucoup intéressé, je pense que c'est le principe d'incertitude pour le coup. Heisenberg. Mais il y a autre chose, c'est que dans les livres de Heisenberg, il y a une énorme réflexion sur les pouvoirs du langage et sur la métaphore. Il y a quelque chose de très très littéraire dans la manière dont Heisenberg voit sa pratique de physicien et la manière dont il manie les concepts de la physique. J'aurais certainement pas pu faire ça sur... je suis pas sûr si j'aurais pas fait un roman sur Galilée ou Einstein, parce qu'il y avait pas ça en plus. D'accord. La photographie, elle apparaît de manière épisodique, je pense, dans quelques-uns de tes romans. Tous, hein. Ouais. Et là, le dernier, par contre, c'est l'enjeu central. Hein. C'est donc à son image, l'histoire, c'est une jeune photographe qui meurt assez vite au début du roman, on peut le dire. Oui, le suspense est assez faible, puisqu'elle meurt à la page 2, je crois. Donc, c'est pas là-dessus qu'est construit le roman. Voilà. Et en fait, le roman se déroule pendant la messe de funérailles. Et à partir de cette église et de cette messe qui se passe en pleine canicule au mois d'août 2003, on est renvoyé à différentes époques de la vie du personnage principal qui s'appelle Antonia, et aussi à différents moments de l'histoire de la photographie de guerre. Notamment en Libye en 1911, parce que j'ai fait un bouquin qui n'est pas un truc de fiction avec Oliver Roé, qui était plus quelque chose d'analyse d'image sur un premier reportage de guerre de 1911, et puis sur les guerres des Balkans, la Première et la Seconde Guerre mondiale, puisque Antonia, elle, a fait un reportage photographique en 91 et 92 pendant la première guerre de Yougoslavie, donc celle qui se passe en Croatie.
Et justement, le roman, il va traiter donc de ce rapport à l'image, de la violence. Tu reviens sur le nationalisme en Corse. Oui, je reviens sur le nationalisme corse, et notamment la période 1980-1996. Et j'y reviens sans doute plus frontalement que je l'ai jamais fait. Peut-être parce que le temps a passé et que je suis devenu capable d'être un peu plus frontal qu'avant et de parler d'événements réels. Oui, c'est une période que tu as bien connue, puisque tu étais journaliste pour Oui, j'étais militant. Tu étais militant aussi, oui. Voilà. Donc, et du coup, le regard que tu portes aujourd'hui est très différent. C'est ce que tu es en train de dire, hein, du regard que tu portais à cette époque-là. Non, mais pendant longtemps, j'étais pas capable de porter un regard là-dessus parce que c'était. J'aime pas employer des termes psychologiques, mais c'était c'était trop douloureux pour moi, voilà. Et donc, je pouvais pas traiter ça de manière frontale. J'en étais incapable. C'était pas du tout un choix. Là, c'est devenu possible. Enfin, il était temps, hein, parce que ça fait quand même un moment. Voilà, mais c'est bien. Enfin, enfin, c'est bien. C'est pas forcément une. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est que dans certains de tes romans, il y a une part de toi qui est très forte. Il y a une part de toi dans tous les romans, bien sûr, mais il y a une part de toi qui est très forte, notamment sur ce sujet-là, par exemple, il y a un rapport intime. Je sais que cette intimité, elle n'habite pas forcément ta création d'une manière générale, c'est pas forcément ça que tu recherches. Là, pour le coup, c'est un appareillage, un mécanisme que tu as intégré en plus dans ce roman par rapport au reste. Non, la question de l'intimité, elle est un peu plus compliquée parce que si on n'a pas un rapport intime avec ce qu'on écrit, enfin moi je peux pas l'écrire, mais avoir un rapport intime avec ce qu'on écrit, ça veut pas dire faire de l'autofiction ou être là sous le masque d'un personnage pour donner ses opinions et ses ressentis. Mais il y a forcément un rapport bien intime, sûr, mais voilà. Donc l'important n'est pas de raconter des événements réels ou déguisés, mais d'utiliser comme matériau une expérience qu'on a et qui, elle, est une expérience intime. La photographie, tu fais toujours de la photo, je pense. Beaucoup moins peut-être, mais il y a une période où tu en faisais beaucoup. Enfin, je prenais des photos, voilà. Non, tu faisais de très belles photos. Tu as fait une photo de moi d'ailleurs sur un concert que j'ai gardé qui est vraiment très très belle. Mais ce rapport, alors moi j'essaie toujours de chercher des raisons aux actes. Est-ce que tout simplement parce que c'est quelque chose qui te plaît, qui te passionne, ou est-ce que derrière, effectivement, il y a une réflexion, où il y a une approche en se disant j'ai trouvé un médium qui me permet d'exprimer ce que je ressens le mieux à ce moment-là? Alors, il n'y a pas derrière une réflexion. Moi, j'ai toujours été très, très touché par les photos, et pas toutes. Par exemple, la photo artistique me plaît pas beaucoup. J'aime bien les photos familiales, j'aime bien, et j'adore les belles photos de reportage. Or, on a un penchant comme ça, et c'est d'abord un penchant avant d'être une réflexion, et après, on peut essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça. Ouais. Et maintenant, je sais ça. Je le sais. La photo, c'est un outil et le seul qui garde une trace matérielle d'une réalité. Une réalité fixée en fait. C'est-à-dire c'est-à-dire la réflexion de la lumière sur un corps matériel et qui laisse cette trace ou sur une pellicule ou sur un capteur numérique. Bon, ça crée quelque chose d'entièrement nouveau quand c'est mis au point. Et ce qui me touche beaucoup là-dedans, c'est qu'en même temps, cette trace, elle signifie, en même temps, elle est la preuve que quelque chose a eu lieu. Ça, c'est le côté optimiste de la photo, hein, de conserver vivant quelque chose. Et elle est en même temps, et ça c'est moins drôle, la trace que tout ce qui est conservé sur une pellicule finit par disparaître. C'est-à-dire qu'il y a, pour moi, et ça c'est très très, il y a une durée de vie, quoi. C'est très très émouvant. Voir la photo de quelqu'un, d'un membre d'un grand-père, d'un grand-oncle, alors qu'il est enfant, c'est par exemple, c'est faire l'expérience du temps qui passe d'une manière presque brutale, voilà, et incontestable. Et ça, il y a que la photo qui peut faire une chose pareille. Oui, à la différence de la peinture, d'ailleurs, il y a une citation en introduction de ton dernier roman, à son image. Il y a Mathieu Riboulet, qui est un écrivain que j'aime beaucoup et qui est mort cette année,
a écrit dans un roman magnifique qui s'appelle Les œuvres de miséricorde, une phrase toute simple. Moi, j'avais l'impression que c'était tout un développement, un paragraphe, et puis quand j'ai retrouvé, c'est vraiment une toute petite phrase qui signale en 2 secondes, et bien mieux que je viens de le faire, la différence entre la photo et la peinture et le rapport au temps. Et la phrase, c'est la mort est passée, la photo arrive après, qui, contrairement à la peinture, ne suspend pas le temps, mais le fixe. Voilà. On va terminer sur cette très très belle citation. Je voulais te faire écouter un artiste qui s'appelle No Such Thing, qui est un dérivé de No Such Thing. C'est une expression en fait, hein. Ça n'a pas vraiment un sens précis, littéral, mais qui veut dire ça n'existe pas en gros. Voilà. No Such Thing avec un remix, donc c'est un DJ, un remix de Philip Glass. J'en profite pour dire au revoir à tout le monde. A Beggi ci ritroviamo per un'altra emissione, un'emissione con artisti di Prima Drink. A Beggi et merci Jérôme. Merci.